Et c'est parti. Bienvenue à toutes et peut-être tous dans ce tout premier live de ce sommet Petit bébé grande aventure. Je m'appelle Heidi. J'ai eu envie de me rassembler à nouveau autour de ces messages. Donc c'est moi qui ai coordonné cet événement. Et pourquoi? En fait, j'ai vraiment eu envie de proposer un espace de soutien, un espace d'information, de diffusion d'informations et vraiment une communauté en fait. Voilà, c'est un peu des intentions que j'ai à travers cet événement aussi, que vous puissiez nous rencontrer, que nous au maximum, si vous pouvez être en live avec nous ou au moins interagir entre-temps, qu'on puisse vous rencontrer et aussi que vous puissiez vous rencontrer entre vous. Ce serait un très très beau cadeau. Aujourd'hui, en tout cas, on aborde un sujet ô combien important et challengeant avec Virginie. Merci d'avoir répondu à l'appel. Merci de ton invitation. Bonjour à toutes. Je vois dans la liste des participantes certaines qui me connaissent sur mon compte Instagram de Parents en Confiance. Je m'appelle Virginie Ferrandez. Je suis infirmière de formation, consultante en lactation IBCLC et j'ai eu un gros parcours en réanimation néonatale en Suisse dans un grand centre de néonatologie qui m'a énormément sensibilisée sur une prise en charge globale du patient, sur une prise en charge pas que du patient, mais de ce qu'on appelle des center care families, c'est-à-dire une prise en charge de la famille, de toute la cellule familiale, que ce soit les parents, mais aussi l'environnement familial pour améliorer la prise en charge et le soin du bébé. Et ça, cette culture, elle est vraiment très, très imprégnée en moi grâce à toutes ces années, ce qui fait que dans mes consultations, j'aborde vraiment la prise en charge du reflux dans sa globalité. Un enfant est pris en charge dans sa manière globale, c'est ce qu'on va explorer là à travers les causes du reflux. Et derrière, il faut aussi penser aux parents, à la famille, aux amis qui peuvent venir soutenir ou qui, peut-être aussi pour certains d'entre vous, ne sont pas là. Et du coup, vous êtes seul face à ces situations. Donc, fort de cette expérience de réanimation néonatale, j'ai pu explorer toutes les problématiques d'allaitement, de lait infantile. C'est sûr, les bébés préma, ils ont des grosses problématiques de reflux, c'est quelque chose d'assez classique. Mais voilà, c'est souvent traité par des traitements médicamenteux sans grande efficacité. Et ça, on l'a vu et on le voyait avec mes collègues. Donc, après ces 10 années, j'ai décidé de déménager suite à des événements familiaux. Donc, j'ai quitté l'environnement suisse pour arriver en France et j'ai décidé vraiment de développer au maximum mon activité d'accompagnante en allaitement, en reflux et en lait infantile. Alors, même si je suis consultante en lactation, théoriquement, dans mon code de déontologie, je n'ai pas le droit de parler des laits infantiles, mais il y a une réalité de terrain. C'est que l'allaitement est difficile au jour d'aujourd'hui et que beaucoup de mamans sont en échec parce qu'il y a des problématiques d'allaitement et on se retrouve aussi à faire des allaitements mixtes et la question qui vient aux mamans, c'est quel lait choisir. Donc, j'ai décidé de me former et en me formant et en abordant vraiment la notion des laits infantiles, alors je parle jamais de marque, mais je parle que des compositions des laits. Donc, en abordant vraiment ces laits infantiles, sont venus à moi de plus en plus ces bébés avec des difficultés, des inconforts digestifs, des reflux. Et là, je me suis dit, mais mince, les recommandations qu'on donne de manière classique ne fonctionnent pas. Alors, elles ne fonctionnaient pas chez les bébés prématurés, ça j'en étais consciente parce que c'était un milieu spécifique. Mais voilà, sur un bébé sain, en bonne santé, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui cloche? Et là, je suis partie explorer ces pistes-là à travers les études scientifiques et c'est surtout en me formant aux États-Unis grâce à du e-learning. Merci la mondialisation, j'ai envie de dire, d'Internet et de la formation. C'est là où j'ai pu avoir vraiment les déclics. J'avais pas toutes les réponses et j'ai pu tester une méthode. Vu que j'avais eu des déclics, je me suis construit moi-même ma méthode et elle a été testée, éprouvée et maintenant je suis assez fière de dire qu'elle fonctionne pour la majorité des bébés, sauf pour certains qui ont des pathologies spécifiques ou qui ont dans la famille des gros soucis digestifs où il y a toutes des lignées, où il y a des gros problèmes digestifs. Là, ça peut être très compliqué à prendre en charge, mais dans tous les cas, en abordant le reflux comme un symptôme et non comme comme une cause de quelque chose qui ne va pas et non pas que comme un symptôme qu'il faut soigner, déjà on change l'angle de vue du reflux, ce qui nous permet d'aller creuser de pourquoi il y a un reflux. Et donc c'est fort de cette expérience-là que j'accompagne maintenant de nombreuses mamans à sortir de cette problématique de reflux, à améliorer la situation et puis à retrouver un quotidien plus serein parce que mine de rien, faut le dire, c'est un enfer. Il faut le dire, c'est un enfer. Un bébé avec un reflux, c'est vraiment un enfer. Surtout quand le reflux devient pathologique. Voilà, un petit peu ce que je vous propose aujourd'hui. Alors n'hésitez vraiment pas, s'il y a des questions, je suis là pour vous.
il faut vraiment profiter de cet événement pour poser vos questions. Et s'il y a des questions un peu trop spécifiques, voilà, je vous orienterai vers le pack Sérénité où il y a l'atelier. Non, c'est l'autre pack. Je sais plus lequel. C'est le pack où il y a les ateliers. Ouais, où il y a l'atelier Bye Bye Bébé Reflux. Et là, vous aurez vraiment toutes les informations de manière approfondie. OK ? Et je me permets juste d'ajouter, si vous êtes avec nous en live, évidemment, rebondissez. Si vous nous écoutez en replay, évidemment. Ah, je t'ai perdu. Ah, tu es revenu? Ouais, c'est bon, je suis revenue. Il ne veut pas me laisser parler aujourd'hui. Ouais. Le Telegram, il se dit non, aujourd'hui, c'est pas toi, c'est Virginie. Toi, tu te tais. Je disais, si vous nous écoutez en replay, évidemment, ce n'est jamais trop tard pour poser vos questions, même après coup, pour interagir et rebondir. Si vous n'avez pas pu être dispo pour le live, évidemment, posez vos questions après coup, ce sera lu et répondu. Ouais, je vais vous faire ça. En tout cas, sur la journée, je vais répondre un petit peu aux messages si jamais. Voilà, super. Merci beaucoup. On est parti ? Allez, on y va. Super. Alors aujourd'hui, on va parler vraiment des 4 grandes causes du reflux. Avant de démarrer ça, je voulais juste qu'on définisse ce que c'est qu'un reflux. C'est la base. Qu'on sache bien de quoi on parle tout ensemble pour que on mette les bons mots dessus. Donc le reflux, c'est quoi ? C'est une remontée du contenu gastrique dans l'œsophage qui peut ou non être extériorisé, soit par des petites régurgitations, soit par des vomissements en jet. Donc tout ce qui remonte de l'estomac dans la gorge et qui est extériorisé est considéré comme un reflux. Donc c'est reflux, régurgitation, RGO, c'est des noms différents pour dire la même chose, c'est la remontée du contenu gastrique qui est soit en reflux interne qui monte et qui descend mais qui n'est pas extériorisé, soit en reflux externe qu'on appelle souvent les régurgitations. D'accord ? Donc les reflux, donc les régurgitations ou le reflux interne sont quelque chose à la base de physiologique. Un je rote, ça me fait régurgiter, c'est quelque chose de normal. Mais par contre, si à distance des repas, on se retrouve avec un bébé qui a des régurgitations ou des remontées très très fréquentes et qui a un impact sur le quotidien, là, il va falloir se poser la question de pourquoi mon bébé régurgite autant à distance des repas et pourquoi j'ai des remontées internes aussi fréquentes. Donc là, c'est là où, dès qu'il y a un impact sur le quotidien familial, il va falloir alerter et avoir des signaux d'alerte. Donc, on va refaire un petit peu, je vais utiliser mon livre parce que j'avais tout bien récapitulé sur tous les signes et les symptômes. Donc, je voulais vraiment qu'on refasse un petit checking des signes et des symptômes généraux de bébé qui peuvent vous dire il y a un souci. En effet, c'est pas que des régurgitations physiologiques. Là, on va sur quelque chose d'un peu plus problématique. Alors, on parle dans la littérature scientifique, on parle de reflux pathologique dès qu'il y a un impact sur le quotidien familial. Donc, d'un point de vue général, si votre bébé, il gémit, il a de l'hypertonicité, donc c'est des bébés qui vont tenir leur tête très très tôt, il tape, il se débat pendant son alimentation, il ne supporte pas d'être touché, d'être massé, qui bave, qui a la bouche ouverte, qui salive excessivement, qui est très agité, qui n'aime pas qu'on le touche, qu'on change sa couche, qui a besoin d'être énormément porté dans les bras, qui n'arrive pas à dormir seul dans son berceau. Il éternue fréquemment, il présente de l'eczéma, il a des petits boutons, une peau granuleuse. C'est des bébés qui peuvent aussi prendre difficilement du poids ou au contraire qui ont une très bonne prise de poids. Le poids peut fluctuer en fonction de la situation et en fonction des causes du reflux. C'est des bébés qui vont être aussi au niveau corporel, en forme de C, on va revenir dessus, qui peuvent avoir des déformations crâniennes, qui se recroquevillent, qui pleurent beaucoup, de façon assez aiguë. On sait, hein, et ça tu le connais, hein, dans le Destin Language, le type de pleurs va nous dire qu'il y a une douleur ou pas. Voilà, donc des bébés qui vont être très, très irritables, qui vont avoir des difficultés alimentaires qu'on va creuser dans la partie justement des causes du reflux, et qui, en ensemble, vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas, ça, vous le dites, vous le sentez au fond de vous, dans votre instinct maternel, on vous dit que tout va bien, mais au fond de vous, vous sentez qu'il y a un truc. Voilà. Autant vous pouvez entendre et voir les signes de reflux, donc la régurgitation ou les remontées des bébés, un bébé qui mâchonne, qui va tirer la langue. Voilà, ça c'est des signes vraiment du reflux, mais derrière on a souvent des signes associés avec des coliques, des gaz, des inconforts digestifs. Et tout ça, ça doit nous alerter, c'est qu'il y a un problème. Et il va falloir creuser
le problème pour apporter plus de confort à bébé, pour qu'il puisse être heureux, qu'il soit souriant, qu'il ait un bon développement, parce que souvent, un bébé qui est douloureux va se recroqueviller, va s'enfermer sur lui-même et va retarder un petit peu son développement psychomoteur parce que face à cette douleur, face à cet inconfort, on est en difficulté et bébé ne peut pas apprendre tout ce qu'il a à apprendre dans son environnement. Donc, c'est hyper important. Donc, si vous retrouvez déjà vos bébés dans ces signes et dans ces symptômes, déjà, il doit y avoir des petits signaux d'alarme qui doivent s'allumer et qui doivent vous dire bon, finalement, en effet, il y a peut-être quelque chose. Et puis, je suis pas folle parce que j'ai de nombreuses mamans qui me disent j'ai l'impression d'être folle. On me dit que tout va bien, mon bébé prend du poids, que les régurgitations, c'est normal. Mais moi, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Ça, c'est vraiment ce que j'ai au quotidien dans mes accompagnements. C'est ces mamans qui disent non, je suis pas prise au sérieux, quoi. Et là, c'est la difficulté. OK ? Alors, une des premières causes, donc les 4 grandes causes, on va partir comme ça. On va parler de la succion, des tensions corporelles, de l'alimentation et des émotions. Voilà, donc vraiment, on va explorer le reflux à travers ces causes-là. Et puis, je vais utiliser ma petite marionnette aussi pour vous faire expliquer pas mal de petites choses. Donc, si on aborde la succion peut favoriser le reflux parce qu'un bébé qui se positionne mal au sein, mal sur son biberon, peut éventuellement avaler de l'air. Cet air avalé, faut qu'il ressorte. Donc, soit il va ressortir par en haut, soit il va ressortir par en bas. Voilà. Donc, s'il rote, plus le bébé va roter, plus on va le soulager, plus on va limiter les risques de reflux. Donc, à chaque row, forcément, il y a une bulle d'air, il y a un peu de lait, boum, ça peut ressortir. Et si ça ressort, si l'air n'est pas ressorti par en haut, il va ressortir en bas. Donc, l'air, il va passer et va entraîner colique et inconfort digestif et des gros gaz. Et ça peut être des gaz qui peuvent être douloureux pour les bébés. Donc, une des causes du reflux, c'est tout ce qui est problématique de succion. Une bonne succion, qu'est-ce que c'est ? C'est un bébé qui va être en mesure d'ouvrir grand sa bouche. Quand vous allez le voir bâiller, il va vraiment bâiller, décrocher la mâchoire. Il va ouvrir grand la bouche. Il va avancer sa langue sur la gencive inférieure. Donc, il va tirer la langue légèrement. La langue ne doit pas rester bloquée derrière. Elle doit avancer sur la gencive inférieure. Typiquement, si vous faites téter le doigt à bébé, il ne doit pas vous mordre. S'il vous mord, alerte rouge, mon bébé n'avance pas sa langue sur la gencive. Là, il va falloir regarder ce qui se passe. Souvent, il y a peut-être un petit frein de langue qui se promène par là. Donc, il doit avancer la langue sur la gencive inférieure. Il doit faire une coupole, donc la gouttière. Voilà. La langue est censée venir épouser la forme du biberon, la forme du sein en forme de gouttière. Donc, c'est pareil, quand on fait téter le doigt, on peut aller regarder si la langue, elle vient englober le doigt ou pas, ou si elle est plutôt plate. Si elle est plutôt plate, attention. Problématique, là, il y a quelque chose qui se passe et souvent, c'est des bébés qui, si on fait téter le doigt, c'est des bébés qui vont faire plutôt des bruits comme ça sur la tétée, ça va faire des... Ils vont pas être hermétiques autour de des lèvres. Donc, on avance la langue, on fait la gouttière et on bouge d'un mouvement ondulatoire. Voilà. Donc ça, c'est pareil, quand on fait téter le doigt, c'est un peu plus compliqué, il faut être un peu expert dans le domaine pour sentir l'ondulation. Et c'est pareil, si un bébé ne fait pas... Généralement, quand il n'y a pas la gouttière, il n'y a pas l'ondulation qui est associée. Donc voilà, donc grande ouverture de bouche, avancée de la langue, on fait la gouttière et ça ondule. Et donc, ça veut dire que sur un sein, sur une mise à l'allaitement, on va avoir une bonne position de la bouche avec un bébé qui a une grande bouche ouverte, qui n'a pas de trou aux commissures des lèvres. Et on voit vraiment qu'il y a une prise du mamelon, mais surtout de l'aréole. Donc ça, c'est une bonne prise du sein. Si bébé n'a pas la capacité d'ouvrir suffisamment la bouche, c'est des bébés qui vont prendre plutôt le bout du sein, qui vont prendre très peu d'aréoles, qui vont avoir des petites bouches ouvertes sur le sein. Et parfois, on peut observer des trous sur les côtés. Et là, c'est potentiellement, il peut y avoir de l'air qui rentre. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment, on va dire déjà la mécanique. Sur le biberon, c'est pareil. Alors, le biberon, ça va être un petit peu différent parce que tout dépend de la forme du biberon. Sur un biberon, on va parler des biberons très classiques, les plus connus, c'est MAM Avent. Sur un biberon MAM, voilà, on est déjà sur une tétine plate et on a cette forme-là qui est prédisposée pour les lèvres. Donc, ça veut dire que bébé, il va peut-être pas forcément faire l'effort d'ouvrir la bouche. Il va venir se positionner juste sur la pointe. Et si on a un problème sur la mobilité de la langue, ça peut être très difficile pour lui. Parce que finalement, on a peu de tétine en bouche et donc peu de possibilités pour bébé de compenser. Et donc là, il va vraiment téter fort, il va mettre en place plein de mécanismes de compensation. Soit il va téter fort, soit il va tout simplement pas arriver
à téter et on va se retrouver sur des débits chez un nourrisson de 1 ou 2 mois, on peut facilement se retrouver sur des débits de 3 ou 4. Là, c'est pareil. Si votre bébé il est sur un débit de plus de 1, attention, il y a des signaux à prendre en compte. Donc, il va falloir vraiment explorer et observer son bébé. Sur un biberon qui est plutôt type Avent, là, on est sur quelque chose de rond, donc ça peut aussi faciliter la prise en bouche. La tétine est un petit peu plus longue, donc certains bébés vont juste prendre le bout, certains bébés vont vraiment se positionner. Donc, s'ils se positionnent vraiment jusqu'à la base du biberon, on est OK, là, il n'y a pas de problème. Si on voit qu'il t'aide vraiment que du bout des lèvres et que, pareil, on a des fuites de lait, des choses comme ça, voilà, c'est pareil, on doit s'interpeller, ça doit interpeller. Donc, la succion, vraiment, c'est hyper important de l'observer parce que là, on parle du reflux, mais la succion, c'est aussi un impact sur le développement de votre bébé futur, sur le développement de son oralité, sur la future diversification, sur la parole, sur aussi l'orthodontie, sur le positionnement des dents. Donc, vraiment, dépister tôt des problèmes de succion. Peut-être que c'est pas un gros problème qui est résolu très rapidement, mais parfois ça peut être un problème un peu plus important, type frein de langue, qu'il va falloir prendre en charge de manière précoce pour éviter justement au long cours de cumuler un peu toutes les problématiques par rapport à la succion. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que déjà il y a des questions? C'est tout bon? Merci beaucoup. Ça va être très dense, je vous préviens, en 1 heure, il y a beaucoup d'informations, donc prenez le temps de réécouter le replay, de prendre un stylo, un crayon s'il faut, parce qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup d'informations. Donc là, on va aller ensemble, on va aller sur les signes et les symptômes de votre bébé. Vous allez cocher un petit peu les cases qui peuvent vous correspondre. J'ai Lisa, là, qui fait je vois dans les participantes, il y a Lisa Jardin qui fait un lever de main. Je sais pas comment... Oui, mais depuis qu'elle est arrivée, Lisa, si jamais tu as une question, je t'invite à la poser par écrit. Et puis sinon, à la fin complètement de la présentation, il y aura aussi un petit temps en off pour échanger. Et parfois, c'est des fausses manips. Donc voilà, n'hésite pas par la suite. Alors, on y va. Écoutez bien cet ensemble de signes et de symptômes qui peuvent vous dire que votre bébé il a un problème de succion. On y va? Votre bébé, il claque de la langue. Il casse la succion, c'est-à-dire qu'il va téter et on va entendre les... Voilà, que ce soit au sein ou au biberon. Votre bébé, il prend justement le sein ou le biberon de manière superficielle. Donc, on est vraiment sur la petite bouche ouverte où il prend que le bout du sein ou que le bout du biberon. Un bébé qui va faire un mouvement de va-et-vient sur le sein ou le biberon. C'est-à-dire que quand il va téter, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand il va téter, au lieu d'être vraiment stabilisé sur le biberon, on va voir que le biberon, il bouge comme ça. Ou que lors de la prise du sein, il va téter et il va y avoir des tractions qui sont faites sur le sein. Donc ça, c'est problématique, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Faible ouverture de bouche, donc ça, je pense que vous l'aurez compris. Des bébés qui pleurent pendant l'alimentation. Pourquoi ils pleurent? Là, il va falloir se poser la question. Est-ce que c'est parce que le débit n'est pas assez rapide? Est-ce que j'ai une insuffisance de lait? Ou est-ce qu'au contraire, j'ai une hyperlactation, j'ai trop de lait, c'est inconfortable pour mon bébé? Ou est-ce que le débit du biberon n'est pas adapté? Le lait qui coule autour de la bouche. Donc, c'est des bébés, quand ils tètent, on voit le petit filament. C'est des bébés où les mamans nous disent je vais avoir besoin d'un gros bavoir, que ce soit pour l'allaitement ou pour le biberon, parce qu'il y a tellement de lait qui coule que il est inondé, quoi. Les lèvres pincées, repliées. Donc, c'est des bébés qui vont se crisper sur le sein ou sur le biberon, qui vont utiliser en fait leurs lèvres pour compenser le manque de mobilité de la langue. Et donc, on va avoir ce qu'on appelle des petites cloques de succion, parce qu'ils sont crispés et puis ça vient frotter. Des bébés qui vont mordre le sein. Donc, c'est toutes les mamans qui disent « mon bébé, il mord le sein ». Problème de succion. Ou qui mordent le biberon. Ils n'arrivent pas à bien téter. On voit qu'ils mordent, qu'ils n'arrivent pas à aspirer. Là, ça se voit très tôt et normalement, ça devrait être dépisté très, très tôt, ça, à ce niveau-là. Souvent, le mordillement au sein, c'est passé dans le normal à la maternité, mais quand ça a le problème au biberon, c'est peut-être parfois pris un peu plus au sérieux parce qu'on se dit « non, le biberon, ça devrait bien se passer, là, il y a un problème ». Donc, des fois, voilà. C'est comme ça qu'on commence les échecs d'allaitement. Des bébés qui se frustrent au sein, au biberon. Des tétés qui durent plus de 20 minutes. Des biberons qui durent plus de 20 minutes. Des bébés qui sont vraiment en difficulté sur leur tété. Des alimentations au sein qui sont 12, 14, 16 fois. Voilà. Des bébés au sein non-stop. Là, il y a un problème aussi. Et à l'inverse, des bébés qui vont téter de manière extrêmement rapidement. Donc là, il va falloir creuser. Est-ce que c'est vraiment un problème de succion ou est-ce que c'est un problème d'allaitement, d'une hyperlactation ou un problème de débit du biberon? Et tout ça, ça joue sur le reflux.
Un bébé qui, quand sa tête, il va creuser. On va voir la fossette. Il va creuser sur les joues. Donc, ça veut dire qu'il met en place un mécanisme de compensation. Donc, c'est des bébés, par exemple, qui vont avoir des très fortes forces d'aspiration quand vous allez faire téter le doigt. Et au contraire, des bébés qui vont avoir des faibles forces d'aspiration, donc vous donnez le doigt, alors que c'est un bébé de moins de 4 mois qui, normalement, a le réflexe de succion, vous donnez le doigt et puis il tète pas, quoi. Enfin, vous sentez que c'est tout pauvre. Donc là, et puis souvent, là, il y a un échec d'allaitement bien souvent, et c'est des biberons, on est sur des débits justement 3, 4, XL, voilà, parce qu'il y a peu de force d'aspiration. Cette langue qui n'avance pas sur la gencive inférieure, comme on a vu tout à l'heure, la langue qui fait pas la gouttière, et le réflexe nauséeux. C'est-à-dire que vous rentrez avec votre tétine, votre biberon, et là, votre bébé, il va avoir ce réflexe nauséeux. Avec l'allaitement, ça se passe moins, parce que c'est différent, mais c'est souvent au biberon qu'on peut le mettre en évidence. Et c'est des bébés qui n'arrivent pas à tirer la langue. Ils n'arrivent pas. Ils ne dépassent pas la gencive, ils ne dépassent pas la lèvre inférieure. Voilà. Et puis, associé à ça, on peut avoir parfois une faible prise de poids. Surtout lors de l'allaitement, ça peut être vraiment un signal d'alerte. Faible prise de poids, il faut checker soit son allaitement, soit la prise du sein, soit la succion. Il va falloir explorer tout ça. C'est des bébés qui ont des tétines, mais qui n'arrivent pas à tenir en bouche. Elles tombent tout le temps. On lui met, il n'arrive pas à la téter, ça. Voilà. Donc ça doit alerter aussi. Il faut aller explorer. C'est des bébés qui vont beaucoup rôter, qui vont avoir des gaz, parce qu'ils avalent de l'air, comme on vient de voir tout à l'heure. Donc des alimentations plus de 12 fois par jour, que ce soit au sein ou au biberon, ou des bébés qui tètent moins de 5 fois par jour, au sein ou au biberon. D'accord ? S'ils tètent moins de 5 fois par jour avec des toutes petites quantités, là, vraiment, il y a aussi beaucoup de signaux d'alerte qui doivent alerter. Et voilà, c'est des bébés qui sont très tendus, très stressés, point fermé, parce que finalement, ils ont faim. Ils n'arrivent pas à téter, ils ont faim. Et donc, du coup, ça majeure le stress. Et le stress, on le verra dans l'autre cause qui est les émotions, ça favorise aussi le reflux. Et voilà. Et spécifique à l'allaitement, on va voir quoi ? Les mamelons qui sont aplatis, biseautés, blanchis, les crevasses, les douleurs lors de l'allaitement, les engorgements, les mastites à répétition. Les mamans qui utilisent des bouts de sein parce que leur bébé n'a jamais pu s'accrocher. Il faut comprendre. Est-ce que c'est juste un mauvais positionnement parce qu'on ne vous a pas appris à bien positionner votre bébé ? Parfois, ça peut être juste ça. Parfois, ça peut être vraiment plus. Et puis, c'est des bébés qui vont avoir, par exemple, un côté préférentiel. Je préfère le sein droit par rapport à gauche. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les signes et les symptômes d'un problème de succion. Donc, je vous invite vraiment, vraiment à refaire le point sur votre situation et à aller checker tous ces éléments-là. OK ? C'est dense, je vous ai prévenu. Alors ensuite, cette succion, finalement, on a parlé beaucoup de la mécanique de la bouche, de la langue, mais elle est dépendante aussi des muscles du visage et des tensions corporelles. D'accord ? La succion, elle est vraiment, la mobilité de la langue, elle est vraiment connectée à tous les nerfs et à toute la mobilité des muscles. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir checker ? Il va falloir checker vraiment tout ce qui est tensionnel. Donc ça, c'est une autre cause du reflux. Donc les tensions vont impacter la succion et les tensions vont impacter les problèmes digestifs. Ça, c'est plusieurs mécanismes qui se mettent en place. Alors, je suis pas thérapeute manuel, je vous transmets que les bases, mais vous allez voir votre ostéo, votre chiro, il sera vraiment bien en mesure de vous expliquer ça. Et c'est pour ça que je vous recommande vraiment d'aller toujours voir un thérapeute manuel quand il y a un problème de reflux et un problème de succion. Donc, les problèmes de tension, c'est des bébés, vous aurez compris, ils n'arrivent pas à téter correctement, ils avalent de l'air, donc ça favorise le reflux. Et donc, ils vont se crisper, ils vont mettre en place des mécanismes de compensation. C'est des bébés qui vont avoir les sourcils tout le temps froncés, qui vont avoir, quand on touche les règles du nez, qui vont être durs comme du béton, ça va blanchir, ou quand on va venir toucher autour de la lèvre, ça va blanchir aussi. Là, ça veut dire que bébé, il est vraiment crispé pour essayer de téter. Voilà. Et puis, il est aussi pas confortable parce que si je fronce les sourcils, c'est qu'il a mal aussi. Donc ça, c'est tout ce qui est communication non verbale. Puis si on voit, il y a des bébés qui ont déjà les rides à la naissance parce qu'ils sont tellement mal qu'ils ont l'air tout tristes et qu'ils ont déjà cette petite ride-là. Et puis parfois, on peut avoir ces rides-là aussi au niveau du menton. Et là, ça doit interpeller aussi au niveau des tensions au niveau du visage. Donc le visage, plus il est détendu grâce au massage, plus ça va favoriser la bonne fonction de la mobilité de la bouche et de la langue. Donc, on vient masser le visage pour aider à détendre tout ça. Ça leur fait énormément de bien et ça limite les compensations. Et puis, on a les tensions corporelles. Heidi est partie, mais elle va revenir. On a les tensions corporelles. C'est un bébé, par exemple, vous allez positionner sur le dos qui va être complètement de travers, en forme de C. Alors, moi, je ne peux pas trop bien le faire, mais c'est des bébés qui vont avoir la tête légèrement sur le côté.
Donc ça doit interpeller. C'est des bébés qui vont pas avoir le bassin dans l'axe, qui vont être légèrement désaxés aussi. Tout ça doit interpeller. C'est des bébés qui peuvent, malgré le portage, avoir ce qu'on appelle communément la tête plate, des côtés du crâne aplati, des plagiocéphalies, des brachycéphalies, c'est des côtés du crâne aplati. Donc toujours checker le crâne de son bébé. Est-ce qu'il est bien rond? Est-ce que j'ai des asymétries? Ouais, bon, il faut que j'aille voir mon ostéo, d'accord? Et donc, ce crâne est hyper important parce que du crâne, et surtout de la base du crâne, partent tous les nerfs qui régissent tout le corps, dont le fameux nerf vague, qui part ici et qui part là derrière. Et ce fameux nerf vague, il commence à être très très connu on commence vraiment à bien en parler, et il est très important dans toute la régularisation, entre autres du système digestif, pas que, mais du système digestif. Et on sait que ce nerf vague a un lien entre le microbiote. Alors, au niveau des études scientifiques, on ne sait pas si c'est le nerf vague qui participe au contrôle du microbiote ou si c'est le microbiote qui participe au contrôle du nerf vague, mais dans tout cas, le nerf vague peut être comprimé par des tensions corporelles, par des problèmes au niveau crânien et perturber le bon fonctionnement. Donc, un nerf qui fonctionne pas bien, qui n'envoie pas l'influx nerveux correctement au système digestif, c'est des systèmes digestifs qui vont avoir tendance à ralentir. On va avoir un ralentissement de la mobilité intestinale. Alors déjà que notre bébé, il est déjà immature, il a déjà un fonctionnement digestif qui est lent, qui est ralenti, et puis dessus, on rajoute un nerf vague qui est comprimé parce que suite à des traumatismes de la naissance ou des positions in utero, des bébés qui étaient très peu mobiles, voilà, on surajoute du problème. Donc c'est pour ça que la thérapie manuelle, elle est hyper importante dans la prise en charge des bébés reflux. C'est de venir lever toutes les tensions corporelles pour faire favoriser le bon fonctionnement déjà de tous les nerfs, dont celui du nerf vague, et favoriser une bonne digestion. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce qu'il y a des questions? Tout bon? Oui, je te laisse continuer ta présentation parce que je me dis peut-être, il y a 2 questions, mais peut-être tu y réponds en fait dans ta présentation. Donc si ça te va, je te les relaye après. Parfait. Et donc on avance dans l'alimentation, c'est la grande cause aussi des reflux. Faut pas se le mentir, un bébé sur 2 qui a des reflux, il y a des allergies alimentaires. Ça c'est statistique. Il y a de nombreuses études scientifiques qui l'ont sorti. Donc là, ça vaut le coup d'aller explorer les allergies alimentaires. Qu'on soit avec un allaitement ou un bébé nourri au lait infantile, on est tous potentiellement allergiques à quelque chose. D'accord ? Avec l'explosion de la pollution environnementale, de notre alimentation qui est de plus en plus industrialisée, tout ça, ça favorise vraiment les allergies. Et bien souvent, j'ai des parents qui disent « Mais je comprends pas, on n'a pas de terrain allergique dans la famille et mon bébé il est allergique. » Ouais, en fait, on vit dans un monde pollué. Et forcément, ça vient travailler et avoir un impact sur notre système immunitaire. Donc, bien souvent, c'est des allergies qu'on va appeler retardées, c'est-à-dire que c'est des allergies qui ne sont pas dépendantes du système immunitaire qu'on appelle IgE, mais qui mettent en place un autre mécanisme et qui va passer en grandissant. Les allergies vraies, immédiates, à IgE dépendantes, elles sont relativement rares. Mais on est plus confronté de plus en plus à tout ce qui est allergie retardée. Et ça revient aussi au microbiote. C'est ce microbiote, s'il n'est pas en bonne santé, il va favoriser les allergies. Donc, il y a une corrélation qui est bien démontrée entre microbiote et allergie. Et pareil, la science ne sait pas dire si c'est l'allergie qui provoque une perturbation du microbiote ou si c'est le microbiote qui perturbe et favorise l'allergie. Donc, dans tous les cas, il y a toujours une relation avec le microbiote. On en parlera aussi tout à l'heure. Ces allergies sont très très présentes et ça vaut le coup d'aller explorer. La principale allergie chez les bébés, c'est l'allergie aux protéines de lait de vache. Je pense qu'il y en a beaucoup ici qui en ont entendu parler. Et donc, ça vaut le coup d'aller explorer. D'accord ? Donc, au niveau des signes et des symptômes des allergies, le problème, c'est que c'est non spécifique et que on se retrouve un peu à se dire c'est ça, c'est pas ça, j'en sais pas. Donc je vais vous faire une liste des symptômes, puis vous allez vous dire oui, en effet, je retrouve mon bébé dedans, mais je sais pas si c'est ça ou pas. Donc c'est quoi ? C'est des bébés qui vont être très constipés. Alors vous donnez pas un lait infantile épaissi ou un lait maternel épaissi. Donc il n'y a pas d'épaississant et votre bébé est très constipé. Ça doit alerter. Au contraire, c'est des bébés qui peuvent avoir de la diarrhée, des selles très liquides, sans texture, où tout est absorbé dans la couche. Donc ça aussi, ça doit alerter. C'est des bébés qui vont avoir des inconforts digestifs. J'appelle ça les bébés chèvres, qui vont gémir tout le temps, pousser tout le temps, faire ces petits bruits-là, par exemple dans le sommeil. Donc là, c'est souvent des bébés qui ont mal au ventre.
Au niveau de la peau, on peut avoir donc l'eczéma. Alors, s'il y a de l'eczéma, oui, il y a une allergie. Ça, c'est très, très bien corrélé au niveau des études scientifiques. Il va falloir aller creuser ça. C'est des bébés qui vont avoir une peau granuleuse, donc des petits boutons. Ils vont pas avoir la belle peau de bébé rayonnante, toute belle. Non, c'est des petits. On voit les petits boutons et souvent, ils sont que sur le visage. Et donc, ça, souvent, au début, il n'y a aucune validité scientifique, mais il n'y a que mon expérience sur laquelle je vais parler là maintenant, par rapport à ces petits boutons. Je le vois clairement, dès qu'on fait l'éviction alimentaire, les petits boutons, ils disparaissent. Donc pour moi, il y a un lien de cause à effet. Donc je le prends vraiment en considération, cette peau granuleuse, ça doit interpeller. Donc on va avoir des bébés qui vont avoir du reflux, ça c'est connu aussi, des vomissements en jet, des bébés qui vont avoir le nez encombré, quasi dès la naissance. C'est des parents qui disent, je sais pas, il est enrhumé depuis la naissance. Ah ouais, tiens, ah ouais, peut-être que va falloir creuser les allergies. C'est comme l'allergie au pollen, finalement, quand on fait les liens, c'est exactement la même chose. Voilà, c'est typiquement un peu les grandes lignes. Et après, on a aussi des bébés qui prennent pas de poids. Alors, s'ils prennent pas de poids alors qu'il y a une bonne alimentation, c'est quand même un signal d'alarme. Et c'est des bébés qui peuvent avoir aussi du sang dans les selles. Ça, je n'en ai pas parlé quand j'ai parlé des caca, mais il peut y avoir du sang dans les selles. D'accord ? Donc ça, c'est un peu des signes d'allergie, mais vous voyez, finalement, c'est pas très spécifique, quoi. C'est un peu de tout, mais c'est pas très signalé, sauf l'eczéma qui est vraiment reconnu. Mais on peut se retrouver avec soit de la constipation, soit de la diarrhée, et puis on sait pas trop si c'est une allergie ou pas. Donc, en tout cas, ça mérite d'être exploré. Dès qu'il y a des trucs sur la peau, pour moi, ça fait pas de doute. Vraiment. Puis si votre bébé il a vraiment mal au ventre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il digère pas votre lait ou le lait maternel, et ça veut dire que dans votre alimentation en tant que femme allaitante, il y a un allergène, ou dans la composition des laits infantiles, il y a un allergène. Donc ça, il va falloir vraiment aller creuser ces pistes d'allergie. Donc souvent, c'est des protéines de lait de vache. Et dans le cadre des allaitements, des fois, on a des polyallergies. Ça arrive. Et ça, c'est un peu plus complexe à trouver, mais ça arrive. Donc l'allergie, donc au niveau de l'alimentation, on a vraiment cette partie allergie. Et puis si on va basculer un petit peu sur l'allaitement, on a l'hyperlactation qui peut favoriser le reflux. Alors pareil, les signes et symptômes de l'hyperlactation au niveau du système digestif de bébé sont pareils que les allergènes. Donc en fait, on ne sait pas. Est-ce que mon bébé est face à une hyperlactation ou est-ce que mon bébé a une allergie ? Et parfois, c'est les deux. Parfois, ce n'est qu'un, parfois, c'est les deux. Et donc là, on n'a pas le choix que de se travailler et sur l'hyperlactation et sur l'allergie pour pouvoir s'en sortir. Donc l'hyperlactation, c'est quoi ? C'est quand la maman produit plus de lait que ce que son bébé a besoin. Donc c'est des mamans qui vont avoir ce qu'on appelle un réflexe d'éjection fort du lait. Donc ce lait qui jaillit en jet, qui peut aller sur plusieurs mètres. Et c'est des bébés qui vont avoir tendance à s'étouffer au sein, avoir du lait partout, ça déborde. La maman qui dit j'ai des fuites, j'ai les seins toujours pleins, ça fait plus d'un mois et demi que j'ai démarré mon allaitement, moi j'ai toujours les seins pleins tendus, j'ai vécu peut-être des engorgements à répétition, éventuellement des mastites si ça n'a pas été pris en charge de manière adéquate. Et donc tous ces signes et symptômes doivent vous dire peut-être que j'ai une hyperlactation. Alors l'hyperlactation, pourquoi ça déclenche le reflux ? Le système digestif est capable de digérer plein de choses, surtout avec l'allaitement où vous donnez déjà les enzymes pour aider la digestion. Contrairement aux bébés qui sont nourris au lait infantile, on leur donne pas les enzymes qu'ils peuvent pas produire. Donc l'allaitement aide en tout cas à la digestion. Le corps, quand on a... Alors là, on va repartir sur la base, c'est quand on allaite... D'abord, le bébé reçoit du lait riche en eau, en sucre avec du gras. Et plus on va aller sur la fin de la tétée, plus il va obtenir du gras. D'accord ? Donc, ce lait riche en eau, en sucre, c'est celui-ci qui perturbe. Votre bébé, il a la capacité de digérer ce sucre, le lactose, parce qu'il a l'enzyme pour la digérer qui est le lactase. Donc l'enzyme, c'est la lactase qui digère le lactose. Malheureusement, j'ai envie de dire, le corps, il est juste capable de produire une certaine quantité de lactase. Donc, ok, je digère à telle quantité de la lactase. Je produis la lactase. Par contre, maman, si tu arrives avec trop de lait et il y a trop de sucre, je suis débordée, je peux pas tout assimiler, je peux pas tout digérer. Et on sait que ce lactose, quand il passe dans les intestins, c'est du sucre. Qu'est-ce que ça fait ? Ça fermente. Ça fermente et du coup, ça gaze. Donc, c'est des bébés qui vont avoir énormément de gaz, des coliques, des paix nauséabonds. Les mamans, elles le disent clairement, vraiment des paix qui puent. Et c'est des selles aussi qui vont tirer vers liquide, mousseuse, voire verte. D'accord ? Donc, si vraiment vous avez ces signes-là, un bébé qui s'étouffe au sein, des seins pleins tendus, vous avez fait des engorgements à répétition, qu'on s'assure aussi, il faut s'assurer aussi qu'il y a une bonne prise du sein derrière, et que derrière, il y a des selles qui sont liquides, mousseuses, vertes, signal d'alarme sur mon hyperlactation, et là, il va falloir que je revoie ma manière d'allaiter.
D'accord? Donc, je vais pas faire le speech ici parce que c'est aussi c'est très complexe, mais vous aurez tout dans l'atelier si vous voulez aller explorer ces pistes-là. Donc, il va falloir traiter, prendre en charge cette hyperlactation, abaisser la lactation pour pouvoir réguler justement ce lactose, diminuer ce lactose. Parce que si on a trop de fermentation, on a les intestins qui sont irrités, qui sont inflammatoires, les petites cellules des intestins qui ne devraient pas laisser passer des nutriments et des macronutriments, qui laissent passer des choses qui ne devraient pas passer, des virus et des bactéries. Et ça met en place un mécanisme inflammatoire qui va favoriser je vous épargne les détails, c'est assez complexe, qui va favoriser indirectement le reflux. D'accord? Donc, on a les inconforts digestifs, mais on a aussi les reflux. Donc ça, c'est vraiment pour la partie allaitement. Et puis, donc, l'hyperlactation. L'hypolactation, donc l'insuffisance de lait, peut aussi favoriser le reflux, plutôt sous l'aspect du stress. C'est des bébés qui vont téter, mais qui ne vont pas suffisamment manger, et donc ils vont énormément pleurer. Donc si je pleure, j'avale de l'air. Donc on revient sur la mécanique de l'air, qui favorise le reflux, et qui va sécréter beaucoup de cortisone. La cortisone, en excès, va favoriser l'inflammation, et on revient. Inflammation du système digestif, favoriser le reflux. D'accord ? Donc toujours se faire accompagner, dans tous les cas il faut se faire accompagner parce que là vous voyez la complexité de la prise en charge du reflux, il y a tellement de facteurs qui influencent qu'il faut vraiment faire une prise en charge globale et individuelle parce qu'on ne peut rien standardiser. Chaque bébé est différent et on ne peut rien standardiser. Même si on peut voir les grandes lignes, mais il va falloir toujours standardiser, individualiser la prise en charge. Donc ça c'était l'allaitement et après on a les laits infantiles. Et donc, dans les laits infantiles, qu'est-ce qui va se passer par rapport au reflux ? On revient sur ces allergies alimentaires. Donc, ça veut dire que dans les ingrédients, il va falloir savoir lire les ingrédients du lait que je choisis. Souvent, les mamans, elles passent par ce que j'appelle la valse des laits. C'est-à-dire qu'elles vont tester énormément de lait, sur recommandation de leur médecin ou pas. Mais en fait, on reste toujours dans la même catégorie des laits. C'est-à-dire qu'on a les protéines de lait de vache, les protéines de chèvre et les protéines de riz. Et on sait que c'est les protéines qui sont le plus à risque de faire des allergies. Et donc, on aura beau changer de marque de lait si on reste dans la protéine de lait de vache et votre bébé il est intolérant aux protéines de lait de vache, en fait, ça changera rien. On aura beau épaissir, beau prendre le spécial colique, beau prendre le spécial digeste, tout ça, machin, ça fera rien. Parce que, en fait, on n'a pas compris la mécanique du reflux. Et parce qu'on n'a pas suffisamment observé tous les signes et les symptômes en parallèle du reflux. Tout ce qu'on a vu là jusqu'à présent. Ok ? Donc, les bébés nourris au lait infantile, c'est apprendre à lire une étiquette, savoir qu'est-ce qu'il y a dedans, dans mon lait infantile. Et là, vous allez tomber sur des ingrédients qui vous ne parlent pas du tout, avec des noms chimiques, parce que c'est de l'industrie. On a essayé de reconstituer du lait maternel au niveau industriel, à partir du lait de vache, du riz ou du chèvre. Et en fait, on ne sait pas ce qu'on donne à bébé. Et donc, apprendre à décrypter une étiquette, ça vous aide à choisir le bon lait. Et là, il n'y a personne qui est formé dans la... J'ai cherché, j'ai vraiment cherché. Il y a peut-être une formation sur les laits infantiles qui est destinée aux médecins. Alors, je ne sais pas s'ils ont suffisamment suivi les cours ou pas, s'ils se sont décidés à se former ou pas, mais sur le marché de la formation, il n'y a pas du tout de formation sur la composition des laits pour les professionnels de santé. Donc, c'est pour ça qu'en fait, ils vous donnent des recommandations, mais derrière, ils ne savent pas trop ce qu'ils font. Voilà, parce qu'il n'y a pas de réflexion, parce qu'ils ne connaissent pas les ingrédients. Donc, il y a vraiment de la lacune, c'est très compliqué. Il y a de la lacune sur l'allaitement, il y a de la lacune aussi sur la prise en charge des bébés nourris au lait infantile. Donc, on dit que les mamans allaitantes sont très peu accompagnées, mais sincèrement, pour travailler avec les deux populations, je trouve que le pire de pire, c'est vraiment les mamans qui ont des difficultés avec leur bébé, qui sont alimentées au lait infantile. Vraiment, parce que là, elles ont zéro ressource. À part Google, il n'y a vraiment rien. Donc, les laits infantiles, on va juste revoir la catégorie, comme ça vous allez comprendre un petit peu aussi s'il y a une allergie, sur quel type de lait je vais. Donc, on a les laits aux bases de protéines de lait de vache, on a les laits à la base de protéines de lait de chèvre et de riz. Donc ça, c'est différents types de protéines. Ensuite, dans les laits à base de protéines de lait de vache, on va avoir la protéine entière. Donc, c'est les laits classiques que vous allez retrouver dans les magasins. Et on a les laits hydrolysés, où la protéine, on va dire qu'elle est grande comme ça. En fait, au niveau chimique, ils vont la casser. Donc, elle va être grande comme ça. Donc, théoriquement, beaucoup plus digeste. Donc ça, quand on suspecte une allergie, bien souvent, les médecins vous basculent sur ce type de lait-là avec des protéines hydrolysées. La littérature scientifique nous dit clairement que souvent, il y a des échecs avec ce type de lait. On se dit, c'est un lait hydrolysé, c'est bon, ça va passer. Mais pas forcément, parce qu'il reste malgré tout un petit morceau de protéines de lait de vache. Et si bébé réagit fortement, ça va pas passer.
Et donc, dans ces cas-là, on a la possibilité de basculer sur un lait aux acides aminés. Donc là, on est vraiment sur un lait spécifique, spécial allergie, sur ordonnance médicale, où là, la protéine qui était grande comme ça, elle était hydrolysée comme ça, et là, elle est complètement fractionnée et directement détruite en acides aminés. C'est ce que fait le système digestif. Il transforme la protéine en acides aminés pour être absorbée. Et donc là, il n'y a plus de réaction allergique. Par contre, c'est des laits qui sont vraiment pas bons au goût. Donc, il y a certains bébés qui ne tolèrent pas, qui ne les acceptent pas, qui sont en refus. Là, typiquement, je travaille avec 3 bébés qui sont en refus de ce type de lait-là et on se donne encore un peu de temps, mais la seule solution après, c'est de trouver le moins pire des laits, en fait. On ne pourra pas résoudre le problème parce que bébé, il est en refus de boire ce lait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Quel lait on va trouver pour essayer que ce soit pas trop pire, mais on ne pourra pas résoudre ce problème. On ne peut pas lutter contre un bébé qui ne veut pas boire, hein, en termes de goût. Hein. De toute façon, on est un peu compliqué. Donc voilà, donc on a différents types de gammes de lait et quand on suspecte une allergie aux protéines de lait de vache, on peut se tenter le chèvre. Il y a un bébé sur 2 qui est allergique aux protéines de lait de vache qui va encore ne pas tolérer le chèvre. On a à peu près 60% de ces bébés qui vont pas tolérer le chèvre, mais on a 40% qui vont passer, pour qui ça va passer. Donc on peut soit se tenter le lait de chèvre, soit si le médecin n'est pas OK de prescrire un lait hydrolysé ou aux acides aminés, on va aller sur un lait de riz où il n'y a pas du tout de protéines de lait de vache. Et il faut savoir aussi que dans les ingrédients, on a les PLV, donc les protéines de lait de vache, mais on peut avoir d'autres ingrédients allergènes. Dedans, il y a du poisson, il y a du maïs et il y a du soja qui peuvent aussi être des allergènes. Donc, checkez vos boîtes de lait, checkez vos ingrédients et regardez en gras les allergènes qui sont présents dedans et explorez un petit peu ces choses-là. Voilà. Donc ça, c'était l'alimentation. Donc la succion favorise le reflux, les tensions corporelles favorisent le reflux, l'alimentation peut favoriser aussi le reflux. Il va falloir explorer l'allaitement et l'alimentation au lait infantile et la manière dont bébé boit au biberon aussi. Hein, c'est ce qu'on a vu, le débit, la forme de la tétine également. Et puis on a la dernière cause du reflux qui est les émotions. Donc ça peut participer, mais finalement ces émotions-là, elles vont être résolues que si vous travaillez sur la succion, les tensions ou l'alimentation en fonction de ce que vous avez mis en évidence chez votre bébé. Et ces émotions-là vont être régulées naturellement et ne vont plus poser problème. Donc, une émotion, c'est des bébés qui sont extrêmement fatigués, épuisés. On sait que le manque de sommeil a un impact. Il y a beaucoup d'études au niveau de l'adulte, il n'y a rien au niveau des bébés. Mais si on fait la transposition, c'est totalement logique. Un bébé en manque de sommeil, c'est un bébé stressé. C'est un bébé qui va mal digérer. Et ça, au niveau scientifique, chez l'adulte, c'est reconnu. Hein, sur les travails de nuit, les gens qui ne dorment pas assez, qui ont des insomnies, ils ont des gros problèmes de reflux et des gros problèmes d'inconfort digestif et de digestion. Donc, tout ce qui est impact sur le sommeil va favoriser le reflux. Donc, on a un reflux qui est peut-être favorisé par des problèmes de succion, de tension, d'alimentation. Et du coup, on a moins de sommeil qui va majorer le reflux. Donc, on se retrouve dans une pelote de laine comme ça à détricoter. Et souvent, moi, dans les accompagnements, je parle pas du sommeil parce que si on travaille bien sur la succion, les tensions, l'alimentation, si on trouve bien la cause du reflux, le sommeil va venir naturellement. Mais parfois, certains bébés ont besoin de faire ce que j'appelle des cures de sommeil parce qu'ils ont tellement manque de sommeil qu'il faut essayer d'apaiser la chose. Et j'encourage les parents pendant 3 jours à mettre en œuvre tous les éléments possibles à leur disposition pour faire dormir leur bébé. Si c'est du portage non-stop et des marches non-stop pendant 3 jours, là, il faut beaucoup de relais. Hein, la mère peut pas faire ça toute seule parce qu'elle est déjà fatiguée, épuisée. Il faut le faire. Donc, une petite cure de sommeil peut déjà déclencher quelque chose de positif et calmer un petit peu le jeu. Et puis, donc, problème de sommeil, donc des bébés stressés. Donc, c'est aussi, est-ce que mon bébé est stressé au quotidien? Est-ce qu'il y a dans mon environnement des sources de stress, du conflit familial, un environnement bruyant, de la surstimulation? Voilà, c'est un peu les grandes causes qui peuvent favoriser le stress des bébés, mais c'est reconnu, les bébés peuvent avoir un niveau de stress plus ou moins élevé. Et ça, il y a plein d'échelles d'évaluation qu'on connaît au niveau infirmier qui peuvent nous permettre de savoir si le bébé est stressé ou pas. Et donc, il faut revoir aussi un petit peu son environnement. Est-ce que j'ai de la surstimulation? Est-ce que dans mon environnement, c'est serein? Est-ce que voilà, il y a des autres sources qui peuvent favoriser le stress? Mais on est d'accord que ça, c'est des petits coups de pouce, mais c'est pas ça qui feront la différence dans la prise en charge du reflux. Mais ça va venir améliorer la situation. Donc, on vient explorer le stress. Et je veux juste revenir sur une fausse croyance. Non, vous n'êtes pas la source de stress de votre bébé. C'est pas parce que vous êtes stressé que vous stressez votre bébé. D'accord? C'est des
connerie. C'est bon pour se culpabiliser à mort en tant que maman et en tant que femme. Je le dis parce que, enfin, je veux dire, on est toutes passées par là en tant que femme. Hein, tu le sais, en tant que maman, on est les reines pour la culpabilité. Et puis, il y a des professionnels qui viennent appuyer là-dessus. Mais madame, votre bébé il pleure, c'est parce que vous êtes stressée. Non, mais non, ton bébé il pleure parce qu'il y a un problème. Il s'exprime, il y a un problème. Viens chercher le problème. C'est pas toi la cause. Toi, en tant que maman, qu'est-ce que tu fais? Tu mets en œuvre tout ce qu'il faut pour soulager ton bébé. Tu le portes, tu mets tout en place au détriment de ta santé physique et au détriment de ta santé mentale. Tu n'es pas la cause. Alors, je le crie haut et fort parce que c'est quelque chose qui m'énerve. Tu n'es pas la cause des inconforts digestifs de ton bébé, des pleurs de ton bébé. Ton bébé, il a quelque chose qui ne va pas dans son corps, tout simplement. Problème de succion, problème de tension, problème alimentation, microbiote. Bref, il y a plein de choses qu'il faut chercher avant de te dire « c'est de ma faute si mon bébé il est pas bien ». Non, je vous assure, non. Reprenez confiance en vous. Vous savez que votre bébé ne va pas bien. Vous savez qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien. Et vous mettez déjà en œuvre tout ce qu'il faut pour votre bébé. Vous êtes des warriors. Franchement, les mamans avec les bébés au reflux, vous êtes vraiment des warriors. Vous mettez en place des ressources dont vous ne vous sentiez même pas capable de mobiliser. Donc, il faut aussi vous préserver. Il faut aussi, alors en tant que maman, on est aussi très forte pour prendre toute la charge mentale sur nous. Et il faut aussi apprendre à déléguer. Et c'est là où l'environnement va être hyper important pour vous. Si papa a la possibilité d'être présent, soit parce qu'il a un super congé parental, soit parce qu'il a un job qui apporte de la flexibilité, déléguer aussi au papa. Il est capable, même s'il y a un allaitement, il est capable de prendre en charge, d'accompagner votre bébé dans cette difficulté pour que vous ayez des temps de repos. J'ai des parents qui se relayent la nuit, de garde la première partie de nuit, de garde la deuxième partie de nuit, ou une nuit sur deux, c'est moi qui m'occupe de bébé, maman elle allait, elle tire le lait. Il y a plein de stratégies possibles, mais il faut, vous, en tant que maman, vous ressourcer. Parce que mine de rien, il faut le dire, même si les papas aident beaucoup, c'est nous quand même qui avons la majorité de la charge du bébé. Donc, plus vous allez trouver des ressources autour de vous, les copines, les parents, les beaux-parents, le papa ou autres, ou des professionnels, doula ou autres, prenez. Il faut vous décharger, il faut vous trouver du relais, le temps de mettre en place toutes les bonnes actions pour soulager bébé. Vraiment. Et ça, en bout de 15 jours, si on est vraiment... Au bout de 15 jours, vous verrez nettement des bonnes améliorations si vous avez réussi à bien cibler les problématiques du reflux, les causes du reflux. Vous allez voir qu'en 15 jours, ben voilà, on retrouve un bébé serein, épanoui et des nuits de sommeil et des siestes pour pouvoir récupérer. Donc voilà. Donc la quatrième, c'est les émotions, mais voilà, je voulais juste en parler. Et aussi pour travailler les apaisements, les émotions de bébé, ben il y a les bains. Donc là, t'as lancé ce matin le replay pour le bain, le thalassobain, mais aussi le bain général. Donc je dis pas d'aller faire un thalassobain parce que mine de rien c'est un coût. Puis déjà prendre en charge un bébé reflux, ça a déjà un coût. Donc faire un thalassobain, ça a encore un surcoût. On peut très bien s'en sortir avec des bains emmaillotés, des bains infusés à base de plantes, où il y a des bains un peu plus techniques, type le bain de Marie Panier, qui est une ostéopathe, qui a créé un bain spécialement pour libérer les tensions corporelles et émotionnelles. Vous le trouverez sur Internet, vous tapez bain de Marie Panier, P-A-N-I-E-R. Vous allez tomber sur son site et sur ce fameux bain que vous pouvez reproduire pour aider à libérer les tensions corporelles et émotionnelles. Voilà pour les 4 grandes causes du reflux des bébés. Donc, il y a beaucoup de choses à explorer. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du microbiote. Je vais juste faire une petite aparté parce que j'oublie souvent d'en parler. Mais le microbiote, il est dépendant du mode de naissance, du mode d'alimentation de son bébé. Et meilleur est le microbiote maternel, meilleur sera le microbiote de bébé. S'il y a une naissance par voie basse, s'il y a une naissance par césarienne, on sait que là, on met déjà en difficulté le microbiote de bébé. Et puis derrière, on sait qu'un allaitement favorise un excellent microbiote. Mais encore faut-il que la mère ait un bon microbiote. Et les bébés nourris au lait infantile, on sait qu'il y a des déficits dans des bons germes qui favorisent une bonne population microbienne. Et donc, du coup, on peut venir booster le lait infantile avec des compléments probiotiques et prébiotiques si besoin pour rediversifier le microbiote. Et les études, elles nous disent avec des pré et des probiotiques, alors j'en parlerai pas ici, on va pouvoir retrouver un type de microbiote quasi, alors ce sera pas totalement, mais quasi équivalent à un bébé nourri au lait maternel. Voilà pour le microbiote également. Alors, je vous ai fait vraiment toutes les grandes causes, donc allez-y pour les questions. Maintenant, c'est parti, je vous écoute et je vous réponds volontiers.
Merci pour tout ça. Alors, je coupe ma caméra pour reprendre mon micro pour relayer tout ça parce que ma connexion le dimanche matin, elle a vraiment pas l'air de vouloir. Mais je suis bien là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je te relaye tout de suite les premières qui ont été posées. Mais si vous nous avez rejoints en cours de route pour poser des questions par écrit, vous avez juste en parallèle de ce salon de conférence, de ce salon vidéo, vous retournez sur le canal. Vous avez le dernier post que j'ai posté sur le canal Maman Décode. Ce post, il commence par en live à 11h avec Virginie et vous pouvez laisser des commentaires. C'est là que vous pouvez déjà dans un premier temps taper par écrit toutes vos questions, comme ça on peut les reprendre dans l'ordre. Vraiment, n'hésitez pas, c'est l'idée. Je te relaye les premières questions que j'ai vues passer, c'est parti? Alors, je te relaye même si, enfin voilà, que tu aies déjà un petit peu répondu ou pas, et puis toi voilà. Amélie qui demande, qui dit qu'elle a un bébé de 2 mois qui régurgite un liquide blanc très épais 3 à 4 heures après son biberon, qu'elle ne voit pas toujours parce que parfois le liquide il est ravalé. Elle demande que faire. Eh ben, en fait, il va falloir comprendre, donc déjà évaluer si c'est en systématique à distance des repas plus de 5 fois par jour. En dessous de 5 fois, on dit que et que s'il n'y a pas d'impact sur le quotidien et que c'est moins de 5 fois, on dit qu'on n'a pas besoin de traiter, c'est plutôt physiologique. Mais s'il y a un impact sur le quotidien et que c'est plus de 5 fois par jour, il va falloir aller travailler les causes du reflux. En fait, il va falloir aller rechercher tout ce que je viens d'expliquer dans le live et comprendre pourquoi ton bébé il a des reflux, des régurgitations. Donc, plus le lait est... alors, vous allez aussi avoir cette différence dans le type de régurgitation en fonction du lait qui est donné. L'aspect que vous allez avoir dans la régurgitation, vous allez soit avoir des liquides très transparents, donc ça veut dire que là, le lait a été complètement digéré, soit ça peut aller à des petits flocons blancs ou à vraiment un liquide très épais à distance des repas. Et ça dépend en fait de la molécule qui est choisie dans la composition du lait infantile. Et en soi, c'est la caséine. Donc, plus il y a de caséine, donc c'est, si tu veux, dans les protéines, on a la protéine de vache, on a la sel qui est soluble et la caséine. Et donc, plus on a de caséine, plus on va avoir de matière dans la régurgitation. Donc, voilà, c'est ce qui explique que c'est un liquide blanc, épais. Et puis, si au-dessus, on rajoute des épaississants, voilà, ça fait un blue bag blanc comme ça qui est très compact. Donc, retournez voir les causes du reflux pour pouvoir agir dessus. Merci beaucoup. Il y a Emma qui te demande comment se faire par qui se faire aider pour vérifier la succion. Est-ce que son pédiatre, par exemple, est la bonne personne ou est-ce que tu recommandes un autre type d'accompagnement? Alors, le problème, c'est de savoir si les professionnels sont formés ou pas à la succion, à l'évaluation de la succion. Ouais, c'est ça. Les professionnels qui ont quand même fait une formation sur les freins de langue, théoriquement, ils sont censés avoir eu une formation sur l'évaluation de la succion. Donc, pour voir un peu tout ce que j'ai vu dans la table de la succion, c'est tous les signes, les symptômes, la mobilité de la langue, tous les signes de tension corporelle, de visage, la manière de téter qui vont nous dire s'il y a un problème ou pas. Voilà, donc ça, c'est souvent dans les professionnels formés, tu vas retrouver les consultantes en lactation IBCLC, les ostéopathes, les chiropracteurs. Voilà. Donc ça va t'orienter. Donc l'idée, c'est quoi? Et les orthophonistes, attends, il faut pas que j'oublie les orthophonistes, c'est leur métier de base. Les orthophonistes, mais tous les orthophonistes ne sont pas formés pour les bébés. Donc, si tu as un orthophoniste près de chez toi qui est formé, donc ça, c'est bon. Mais il faut l'ordonnance médicale du médecin pour aller chez l'orthophoniste. Mais si ton médecin ne te suit pas, tu peux aller soit chez une IBCLC formée, un ostéo ou un chiro. Ils sont censés avoir, en tout cas, une base. Maintenant, il y a toujours professionnels et professionnels. Tu as le professionnel qui s'est investi dans la formation, qui a expérimenté, qui a mis en application, qui a développé sa compétence, et le professionnel qui n'a pas su le mettre en application parce qu'il n'y arrive pas, parce qu'il n'a pas été bien coaché, parce que XY raison. Donc, tu as toujours, dans tous les professionnels que tu vas avoir, il y a toujours des degrés de compétences différents. Donc, fais vraiment marcher le bouche à oreille pour avoir les meilleurs retours possibles par rapport à ça, pour savoir vers qui aller et éviter de payer des consultations qui sont pas forcément tout le temps prises en charge par la mutuelle, voire pas du tout. Ouais, parfois oui, parfois non, pour éviter de dépenser non plus trop d'argent dans la situation. Et puis, il y a des professionnels qui font aussi les évaluations un peu à distance, comme moi dans mes accompagnements, ou à faire un bilan de la situation
J'oriente les parents après sur dire bon bah il y a ça, on va adapter la prise du sein, on va adapter la prise du biberon, on va travailler dessus, on va faire des exercices de stimulation de la mobilité de la langue, pour lever aussi les tensions. Enfin bref, il y a tout un package quand je fais ces accompagnements-là. Et puis après, il faut aller avec des professionnels de terrain. Ça, après, on est obligé d'aller sur, en tout cas, le minimum requis. Je redirige toujours vers un ostéo ou un chiro dans tous les cas. On est obligé. Merci beaucoup. En plus des ostéos et des chiros, il y a Evelyne qui nous dit les logopèdes. Alors, je ne connais pas du tout, moi, cette pratique, mais font aussi partie de ce parcours de soins s'il y a certaines tensions. Oui. Je le redis là à l'oral aussi. Oui, les logopèdes. Alors, on les a très peu en France. Il y en a très, très peu. C'est surtout en Suisse qu'ils existent énormément. Et c'est des orthophonistes, en fait. D'accord. C'est des orthophonistes, en fait, les logos. Ok. Il y a Gaëlle qui te remercie beaucoup pour cette conférence avec énormément d'informations et qui dit qu'elle comprend que les symptômes de son bébé sont clairement dus à une problématique de succion, que du coup elle s'est inscrite à un de tes ateliers et qu'elle a hâte d'y participer. Top, bienvenue. Oui, il y a un atelier succion spécial qui est sorti là, qui va être en live pas la semaine prochaine, dans 2 semaines. Ouais, voilà, je pense que c'est celui-là. Sophie qui dit, oui, je comprends, vous arrivez en cours de route. Quand on est jeune maman, on peut pas être partout. Oui. Donc Sophie, malheureusement, j'ai loupé le début de la conférence. Bébé de 3 mois et demi, reflux important 1 heure après le repas au lait maternel. Ouais. Reflux transparent avec un petit bout blanc. Elle a éliminé elle-même toute protéine de lait de vache et elle a fait une frénectomie avec peu de changements. Est-ce que tu aurais d'autres conseils pour la suite? Alors déjà, il faut savoir si la prise en charge post-frénectomie a été optimale avec des massages, des exercices qui sont recommandés. Okay. Il faut aller checker la prise du sein si elle est bonne. Donc souvent, il y a du travail à faire de ce côté-là. Et après, faut explorer l'hyperlactation. Donc là, donc je te réinvite à revoir avec ton bébé s'il y a des fausses routes, tu as beaucoup de lait, tu as un réflexe d'éjection fort, tu regardes les couches, si elles sont, les selles sont liquides, voire même mousseuses ou que tu as peu de matière, il va falloir explorer l'hyperlactation de ton côté aussi. Et du coup, Sophie, je ne sais pas à quel moment tu es arrivée, mais si jamais tu as l'occasion, là, dans la journée ou dans les 24 heures, de reprendre la partie que tu as loupée dans le replay qui sera dispo dans la foulée, ça te donnera aussi des clés peut-être un petit peu plus précises. En tout cas, n'hésite pas, tout ça, c'est dispo en replay dans la foulée. On a Cindy qui dit « Mon bébé pleure parfois après le biberon et a du mal à se calmer. Quelle pourrait en être la cause? Un inconfort du ventre ?» Et après, il y a une deuxième question. Je ne sais pas si c'est une question plutôt pour toi ou pour moi, du coup. J'ai envie de te dire, est-ce que ton bébé finit le biberon? Si oui et qu'il cherche à téter, c'est qu'il a encore faim. Voilà, tout simplement. Des fois, c'est tout bête, hein. C'est qu'on a peur d'augmenter les quantités parce qu'on est en train de suivre la boîte de lait infantile et que la boîte de lait infantile nous dit que pour tel kilo ou tel âge, c'est tant de biberons de tel tant de millilitres. En fait, on oublie d'en revenir aux besoins essentiels de notre enfant qui est capable de nous dire si j'ai faim ou j'ai plus faim. Donc ça, c'est les signes de faim et de satiété. C'est quoi? Signes de faim, quand ils sont tout petits, moins de 3 mois, c'est je dors, je commence à tourner la tête, faire des petits bruits, je mets les poings à la bouche. Donc ça, c'est le premier signe de faim. Donc là, on peut déjà faire le biberon, on peut déjà se préparer à l'été. Et après, si ces signes-là ne sont pas observés, ou si on se dit « Ah, mais Coco, tu viens de manger il y a 1h30, 2 heures, c'est pas l'heure », non, en fait, si, il te dit qu'il a faim. Donc après, c'est « Je pleure », d'accord? Donc ça, c'est les signes de faim. Et après, les signes de satiété, c'est quoi? C'est bébé il tète. Et puis, au bout d'un moment, soit c'est au sein, soit c'est au biberon, tout simplement, il va tourner la tête, il va lâcher. Et puis c'est bon, les petits points sont détendus. Alors je vous la fais en synthétique, mais les petits points sont détendus, le petit corps est détendu, il est heureux, il est souriant, et du coup voilà, il est repu. Par contre, si à la fin du biberon il pleure, et tu sens qu'il têterait encore, que tu viens stimuler la lèvre supérieure, que tu proposes le doigt et qu'il têterait encore, probablement il a peut-être faim. Sinon, c'est peut être un problème de maux de ventre. Et moi, du coup, je complète. Parce que effectivement, il y a des signes, tu les as très très bien décrits. Et Cindy, je te renvoie aussi moi à l'atelier de décodage des pleurs, parce que si tu écoutes les sons aussi que prononce ton bébé, tu pourras en un claquement de doigts, mais vraiment savoir si soit c'est le son de la faim, soit c'est le son qui dit j'ai mal au ventre. C'est ça. Donc je te renvoie aussi vers l'autre atelier dans ce sommet qui est mardi matin, si jamais tu es dispo.
parce que c'est aussi un moyen très rapide de répondre de manière auditive. Et parfois, enfin selon qui on est, parfois de façon visuelle, c'est très facile. Et parfois, quand on est plus auditif, les sons, ça peut être un super soutien. Deuxième question de Cindy. Si mon bébé présente 2 à 3 symptômes parmi la dizaine présentés avec de petites régurgitations, mais pas toujours, est-ce qu'elle doit creuser, tu penses, une problématique de reflux ou est-ce que c'est juste le quotidien? Ça dépend des signes et symptômes qu'elle a mis en évidence. Donc, si tu veux me proposer les signes et symptômes, parce qu'il y a des signes et symptômes qui peuvent être des alertes rouges, et puis d'autres où on se dit, bon, ça va, c'est pas grave. En tout cas, s'il y a un impact sur le quotidien de ton bébé, il faut que ce soit pris en charge. Gardez ça en tête. C'est s'il y a un impact sur le sommeil, que vous devez mettre en place des stratégies de folie, soit pour l'alimenter, soit pour le faire dormir, c'est qu'il y a un problème. Donc, Cindy, si tu veux nous préciser, du coup, c'est quoi les 2-3 symptômes dans la dizaine, ce sera plus facile pour Virginie pour te répondre. Et en attendant, il y avait Sophie qui tu as répondu tout à l'heure en disant regarde si tu as de l'hyperlactation, qui te répond et qui te dit que oui. Elle a de l'hyperlactation. Donc voilà, elle ira regarder le début de la conférence, mais que ça peut être une piste en effet. Voilà, donc là, l'hyperlactation, c'est tout un protocole bien spécifique. Je reviens dessus parce que ce qui est transmis sur les réseaux sociaux, tout ça, c'est erroné. Vous allez entretenir votre hyperlactation, type tirer le lait juste avant la tétée. Non, en fait, vous entretenez le problème. Déjà, vous vous fatiguez à tirer votre lait juste avant la tétée, donc vous rentrez dans ce qu'on appelle la triple alimentation. Je tire, je mets au bébé au sein, et voilà. Donc, tirer le lait avant la tétée n'est pas une solution. Il va falloir baisser la lactation, et ça, il y a tout un protocole. Et c'est pareil, j'ai un atelier spécifique là-dessus, ou sinon dans l'atelier Bye Bye Bébé Reflux, vous avez aussi le sujet qui est abordé de manière très succincte, mais au moins vous avez les grandes lignes pour baisser la lactation. Génial. T'as des ateliers pour tout, c'est vraiment trop Oui, en fait, c'est ça. C'est qu'en fait, je suis partie de Bye Bye Bébé Reflux, qui était une synthèse. Ouais. Et pour certaines mamans, c'était pas suffisant parce qu'on n'allait pas creuser sur la thématique. Donc en fait, ça a fait une très bonne base. Oui. Des mamans qui s'en sortent très bien. Et puis il manquait des choses. Donc en fait, j'ai développé tous les ateliers sur toutes les thématiques. Et mon atelier Bye Bye Bébé Reflux, profitez-en parce qu'en fait, il va disparaître à la fin alors, pour vous, non, il sera accès à vie pour vous, mais en vente, il va disparaître d'ici 15 jours. Parce que là, j'ai monté tous les ateliers spécifiques à chaque cause du reflux. Et donc, du coup, il va disparaître maintenant. Je préfère aller en profondeur dans les besoins parce qu'il y a des mamans qui n'ont pas besoin de la suction, mais qui ont besoin de l'hyperlactation. Il y a des mamans qui ont besoin de la génial. Du coup, je relaye vos questions que je continue de voir passer, mais je rebondis sur cet atelier Bye Bye Bébé Reflux pour l'avoir pendant plus longtemps. Effectivement, c'est l'atelier que Virginie a choisi de mettre dans le bundle. Donc le bundle, c'est quoi? C'est un package qu'on trouve nulle part ailleurs. En fait, je sais pas comment le dire autrement, qui regroupe du coup toutes les conférences de cet événement plus 11 ateliers ou modules vidéo ou différents accès à certaines formations ou programmes qui vous permettent de creuser un petit peu plus spécifiquement les problématiques traitées. Je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas auxquelles s'attaquent. Voilà. Toutes les thématiques que tu peux rencontrer dans ta maternité à un moment donné ou à un autre. Exactement, c'est un éventail en fait de tout ça. Donc si ce bundle il vous intéresse, il est à 149 € seulement. Vous pouvez même le payer en 3 fois sans frais, au lieu de plus de 600 € si vous achetez tout séparément. Donc vraiment c'est une belle opportunité et j'en profite pour vous remercier à vous tous qui avez dit oui, vous intervenants, parce que c'est un beau cadeau que vous faites à toutes ces auditrices. Ah, c'est génial. Alors, Delphine qui dit bébé de 8 semaines en allaitement exclusif, alors j'imagine au sein. Depuis le début, bébé a beaucoup de gaz. Je le fais rôter durant la tétée et souvent lors du rot, il régurgite. Par la suite, lorsque bébé gigote des jambes, le lait remonte également et régurgite du lait frais. Est-ce qu'on parle de reflux dans un cas comme ça? Si derrière alors que ce soit immédiatement après l'alimentation, c'est normal. Si ça commence à être à distance des repas, c'est plus trop normal. S'il a mal au ventre, là, il va falloir creuser l'allergie et l'hyperlactation également. Et les problèmes de succion associés. Super. Refaire le check. C'est ça, oui. Malheureusement, on est obligé de faire ce gros checking. C'est ce que je fais dans mes accompagnements. Il y a un gros questionnaire avec des photos et des vidéos. On est obligé de passer par ce gros checking. Oui, pour faire un état des lieux, pour savoir un peu d'où on part, sinon on peut pas savoir où on va, C'est ça. Il y a Evelyne qui complétait, oui, c'est un peu ce que tu disais sur le microbiote, quand on a un réflexe d'éjection fort, le microbiote de la maman allaitante
c'est une piste intéressante à creuser. Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure, le lien entre le microbiote et Ouais, c'est intéressant. Alors, tu le relis pas à l'hyperlactation, ça n'a rien à voir. C'est l'allaitement en général, c'est que tu as ta flore digestive et tu as ta flore lactée. Et on sait qu'il y a des probiotiques spécifiques pour la flore lactée, mais que si tu travailles ta flore digestive à toi, tu vas améliorer ta flore lactée également. Et donc, par un système de vase communicant, tu travailles ton microbiote, ça travaille ta flore lactée, ça va travailler le microbiote de ton bébé. Et c'est un cercle vertueux. Oui, parce qu'après, quand le bébé est au sein, il retransmet des messages aussi qui va permettre d'adapter la flore lactée. Mais oui, c'est ça, en fait, exactement. C'est ça. Ça marche dans les deux sens, ces communications. Et Delphine, du coup, qui demandait si on était dans un refuge, la question juste avant, où tu as dit ça dépend si c'est vraiment juste après les repas ou pas. Elle dit de plus, j'ai pris rendez-vous chez l'ostéo car depuis 3 semaines, elle entend un bruit lorsqu'il tète, comme si sa bouche n'était plus hermétique. Ouais, donc de ce qui ressemble son intuition de maman. Ouais. Donc là, il y a peut-être un problème de succion. Alors, soit ça peut être juste un mauvais positionnement au sein qu'il va falloir réajuster, soit en effet, il y a quelque chose. Et là, l'ostéo, s'il est formé à l'évaluation de la succion, il va pouvoir mettre en place, il va pouvoir évaluer, mettre en place les recommandations. Puis surtout, il va de toute façon travailler sur le corps de ton bébé. Donc, théoriquement, un bon ostéo, un bon chiro, tu dois avoir des améliorations sur la succion derrière. Si ça change rien, c'est qu'il y a... Voilà, j'aime pas trop le dire, mais c'est que ça manque de compétences de ce côté-là. Il peut être très compétent sur une autre thématique, mais il n'est peut-être pas suffisamment compétent sur la succion. Cindy, du coup, tout à l'heure, à qui on a demandé de préciser les 2-3 symptômes parmi la liste présentée. Sur les symptômes, le plus fréquent que son bébé, donc il y a 2 mois, parfois s'agite lorsqu'il est en train de téter au biberon, il gémit, il tourne la tête rapidement de droite à gauche jusqu'à retirer le biberon de sa bouche. Il se met à pleurer, puis il veut ravoir le biberon, et quand elle lui redonne la tétine, il tète quelques secondes et recommence à s'agiter, et ainsi de suite. Alors, peut-être qu'on n'est pas sur une problématique de reflux, mais peut-être uniquement sur la succion qui peut favoriser le reflux, des petites régurgitations, mais qui n'ont pas l'air trop méchantes. Mais là, de ce que tu me dis, là, il va falloir travailler la succion. Donc, est-ce que le biberon convient? Est-ce que le débit convient? Et est-ce que la mobilité de la langue et la mobilité, la manière de téter est OK? Donc là, c'est plus vraiment, on explore la succion à fond, parce que de ce que tu me dis, là, il y a une problématique. Et tu verras que les régurgitations vont disparaître de même derrière, parce que les régurgitations, là, elles n'ont pas l'air très impactantes. Donc si tu travailles la succion derrière, en résolvant le problème, tu auras moins d'air avalé, donc il y aura moins de régurgitation par la suite. C'est un problème de succion, je dirais là. Merci pour tes réponses au taquet. J'enchaîne. Vas-y, parce que là, c'est hyper important. Evelyne qui nous demande pourquoi est-ce qu'il y a tellement de réflexes d'éjection forts? Est-ce que c'est parce qu'on en parle plus aujourd'hui ou est-ce que parce que actuellement il y a une cause qui fait qu'il y a plus de réflexes d'éjection forts qu'auparavant? Il n'y a pas d'études scientifiques dessus. Moi, de mon expérience, pour avoir travaillé 10 ans en réanimation néonatale, donc je voyais passer 800 mamans parce que je faisais les consultations d'allaitement, donc je voyais quand même passer, vu qu'il y avait 800 naissances par an, je voyais passer 800 mamans par an pendant 10 ans. Donc je peux te dire que j'ai vu près de 10 000 mamans. Il n'y a pas plus d'hyperlactation qu'avant. C'est juste que c'est beaucoup plus, on communique beaucoup plus, on dépiste beaucoup plus. C'est une statistique, c'est comme les statistiques, tu cherches que ce que tu trouves. Et donc, vu que là, on en parle de plus en plus, tu as l'impression qu'il y en a de plus en plus, mais en fait, non, c'est une prédisposition naturelle à produire beaucoup de lait. Il y a très longtemps, c'était les nourrices, chez les bourgeois qui déposaient chez les nourrices, parce que généralement, ces nourrices-là, elles produisaient énormément de lait. Donc, elles pouvaient allaiter 1, 2, 3 bébés en même temps. Ça posait pas de problème parce que facilité d'allaitement qui était intense et qu'elles avaient cette facilité à allaiter. Donc, on parle souvent de l'insuffisance de lait comme un problème, mais l'hyperlactation est réellement aussi un problème, étant pour la maman que pour le bébé. Ça engendre pas mal de problématiques qu'on a discutées. Donc, il n'y en a pas forcément plus. Les causes, c'est il y a beaucoup de choses qui circulent aussi, comme quoi c'est en lien avec le frein de langue, c'est la mère qui vient compenser. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je suis vraiment pas d'accord avec ça parce que, comme je vous disais, j'ai accompagné énormément de mamans en allaitement depuis ces 15 dernières années.
Et en fait, non, il y a des femmes qui hyperlactent, il n'y a pas de frein de langue. Et il y a des mamans qui hyperlactent, il y a un frein de langue. Et il y a des mamans qui sont en insuffisance de lait parce qu'il y a un frein de langue. Et la plupart du cas, quand il y a un frein de langue et une mauvaise prise de une mauvaise succion, ça entraîne un échec de l'allaitement. Et en fait, c'est l'hyperlactation naturelle de la mère, c'est ça qui vient sauver l'allaitement d'un problème de succion ou d'un problème de frein de langue. Donc moi, je le vois pas, parce que je sais que ça circule énormément sur les réseaux sociaux, cette histoire de, il y a un frein de langue, alors il y a une hyperlactation de la mère qui vient compenser. Non, ça veut dire que tu comprends pas, en fait, la base, la mécanique de l'allaitement. Et je sais qu'il y a des IBCLC qui disent ça, mais en fait, reviens juste sur le fonctionnement de base de la lactation, et tu comprendras qu'il y a aucun lien de cause à effet, quoi. Alors, j'ai répondu un peu plus large. Je ne sais pas si c'est satisfaisant pour elle. Merci pour ta réponse. Alors, attends, il me semble qu'il y a une question que j'ai loupée par là. Où peut-on trouver les professionnels formés spécifiquement? Alors, c'était autour de la succion, Emma, tout à l'heure, il me semble. Je remonte, mais ouais. Oui, pour vérifier la succion, est-ce qu'il existe une liste, un site qui répertorie ou pas? Alors, tu as la PAPES, j'ai envie de dire, de la formation du frein de langue qui est au sein en douceur, qui a un annuaire, mais pour avoir mis en contact des mamans avec ce type de professionnels, et des très bons professionnels et des professionnels qui sont très mauvais, faut le dire, faut vraiment le dire. Donc, j'ai envie de te dire, tu regardes autour de chez toi, tu regardes s'il y a un ostéo, tu fais marcher le bouche à oreille, et tu vas et tu te lances. Et puis, si tu veux être sûr du truc, ben, tu viens en accompagnement avec moi ou en consultation en one shot. Et puis, tu as ton plan d'action, on fait le bilan. Et de toute façon, s'il y a vraiment un problème de succion, tu iras vers un ostéo pour travailler justement tous les problèmes de crâne, de base du crâne et de succion. Et dans tous les cas, je t'orienterai, si besoin, vers un ORL ou un orthophoniste. Super. Merci pour toutes vos questions. Je vois encore Juliette en train d'écrire. J'en profite en attendant de voir la question apparaître à nouveau. Si vous avez fait, si vous êtes en replay, que vous avez fait des avances rapides, tout ça, n'hésitez pas à rebondir même après coup au moment où vous nous écoutez. On sait que voilà, quand on s'adresse à des jeunes mamans, vous n'êtes pas forcément disponibles dans les mêmes fuseaux horaires que nous. Donc voilà, si vous voulez rebondir ou compléter, évidemment, c'est possible après coup. Est-ce que le temps que les filles finissent d'écrire leur dernière question, en tout cas dans l'enregistrement pour que ça reste écoutable, après je ne mets personne à la porte, bien évidemment. Est-ce que tu as envie de nous raconter un peu plus précisément, du coup, celles qui auraient envie de cheminer avec toi, où est-ce qu'elles peuvent te trouver, comment elles font? Alors, je suis énormément présente sur mon compte Instagram. Enfin, je reprends. J'étais assez absente parce que je développais beaucoup de projets, mais en tout cas, vous pouvez me contacter sur mon compte Instagram parent-du8 en confiance. Donc là, vous allez tomber sur mon compte Instagram, sur mes lives que je fais toutes les semaines, où on aborde ces différentes thématiques. Et puis, vous allez pouvoir accéder aussi à mon site internet parentenconfiance.fr avec le petit tiret du 6 pour le coup, sur toutes mes prestations. Donc, il y a des ateliers, donc sur les thématiques justement de la succion, de l'hyperlactation, des allergies et le guide des laits infantiles pour faire le choix de son lait infantile en fonction des ingrédients. Et puis, vous avez tout ce qui est accompagnement. Donc déjà, si vous êtes dans un doute avec votre reflux, vous avez le micro-diagnostic du reflux, donc découvre les causes du reflux de ton bébé, où c'est un ensemble de signes et de symptômes, c'est ce qu'on a discuté là. On refait le point et ça va vous orienter vers la cause probable, donc tension, allergie, alimentation, blablabla. Si vous voulez commencer là-dessus, c'est à 9 €, c'est un petit quiz intelligent. Et puis, si vous voulez aller plus loin, on a les ateliers, comme je vous ai dit, et sinon, vous avez l'accompagnement. Alors, soit la consultation d'1h30, donc vous ressortez avec un plan d'action, mais il n'y a pas de suivi. Soit l'accompagnement de 15 jours, qui est le gros forfait. Tout est payable en 2 fois pour rendre accessible. Et donc là, où on a la consultation de 1h30, le suivi sur le WhatsApp et des appels téléphoniques chaque semaine pour faire le bilan. Et ça nous permet vraiment de réadapter les recommandations assez rapidement et de s'en sortir très très rapidement avec l'accompagnement. Alors on est d'accord que l'accompagnement c'est le top du top, mais je sais que les finances peuvent être limitées pour certaines et déjà avoir la consultation, ça va vous aider énormément parce que vous repartez vraiment avec pas mal d'informations. L'accès à l'atelier est le plus pertinent pour vous et du coup voilà, vous n'avez plus qu'à mettre en place les recommandations que je vous ai faites.
Et puis, si, il faut que j'en parle parce qu'il va sortir bientôt. J'ouvre la bouche pour le dire. Alors bon, là, voilà, on est à l'envers, hein, malheureusement, ça c'est le problème des caméras. Mais c'est Bye Bye Reflux. Donc, RGO, inconfort digestif, conseils et solutions pour un bébé apaisé. Il est en pré-vente, il sort là le 17 mai. Bon, voilà, la semaine prochaine, tu vois, le temps avance. On y est presque, ouais. Et du coup, voilà, on reprend en fait tout ce que je vous ai synthétisé dans le live, on reprend plus en détail. Et justement, on reprend aussi tous les signes et les symptômes, ça vous envoie vers les chapitres adaptés en fonction de la situation. Et puis, vous avancez comme ça dans la prise en charge. Alors, on est d'accord que ça va vous décanter de la situation, ça va vous permettre de prendre conscience de la situation et d'appliquer des situations. Ça reste un livre, hein, c'est pas avec un livre qu'on soulage totalement le reflux, mais en tout cas ça va vraiment vous sensibiliser à beaucoup de choses. Et puis à la fin un petit guide comment communiquer avec son médecin, parce que c'est quelque chose de très difficile de se faire entendre et écouter par son médecin traitant ou son pédiatre, qui peut, certains sont très bons là en communication, en écoute des parents, où ils tiennent vraiment compte de la parole des parents, et certains vont plutôt banaliser la situation. Et donc je donne vraiment une petite fiche outil pour comment communiquer avec le médecin pour se faire écouter, en fait, tout simplement. Voilà. Donc, il est disponible, donc c'est aux éditions Mango, il est disponible sur Amazon, la Fnac, tout ce que vous voulez. Merci beaucoup. Allez, je te relaye une dernière question là en direct, et puis après je couperai cet enregistrement. Juliette, qui a un petit bébé de 1 mois en allaitement exclusif. Il fait souvent des fausses routes, les tétées durent 10 minutes et il réclame très régulièrement. Il prend pas mal de poids, elle a l'impression qu'il a des régurgitations mais qui ne sortent pas forcément, et elle se demande si elle est dans une hyperlactation. Exactement, et voilà. Je te voyais faire oui de la tête. T'as tout compris. Oui, t'as tous les signes et les symptômes. Voilà, il suffit que tu regardes encore un peu les couches pour aller affiner un petit peu la situation. Mais il y a de fortes chances que oui, tu seras en hyperlactation. Et le fait de réguler ta lactation, tu vas voir que d'ici 3-4, peut-être pas 3-4 jours, allez, ça dépend comment est ta lactation, mais en tout cas, maximum une semaine, tu diras adieu à tous ces problèmes. Oh là là. S'il n'y a pas d'allergie. Mais là, oui. Merci beaucoup, Virginie. Merci infiniment pour la richesse. Il y a plusieurs commentaires aussi qui te disent ça, qui te remercient pour la conférence. Merci. Très riche, très, très utile, très intéressante. Merci. Voilà. Moi, c'est pareil, j'ai pas d'autres mots. Bon, c'était vraiment chouette. Apporter. Je le voulais vraiment pratico-pratique parce que je sais que vous êtes en détresse toutes. Vous n'êtes pas suffisamment écoutés par vos professionnels de santé, parfois aussi par votre conjoint ou même votre famille, hein, que vous sombrez petit à petit aussi dans l'isolement parce que peur de sortir avec un bébé qui est inconfortable, je vais pas aller me promener, j'ai pas envie, j'ai des difficultés, il va falloir que je change 10 fois, enfin, ça emmagasine aussi pas mal d'autres soucis, et qu'on plonge comme ça dans cet isolement petit à petit, et de prendre conscience que non, je ne suis pas folle, que oui, il y a un problème avec mon bébé, et que là, à travers ce live et ce replay, vous allez enfin comprendre ce qui se passe, vous allez voir que ça va vous motiver à mettre en place des bonnes actions, et derrière, vous allez pouvoir profiter de votre maternité parce que ça passe tellement vite qu'il faut pouvoir en profiter. Vraiment. Donc, merci pour vos retours. Je le voulais vraiment pratico-pratique cet atelier, et c'est l'objectif, a priori, que j'ai atteint. Oui, je pense aussi, effectivement. Si vous avez été avec nous en live, merci beaucoup d'avoir pris ce temps avec nous, d'avoir joué le jeu, de rebondir, de poser vos questions, d'alimenter aussi voilà ce temps. Si vous nous écoutez en replay, merci aussi infiniment de prendre ce temps-là dans votre propre espace-temps de disponibilité. Et évidemment, on reste disponible pendant tout le temps de diffusion de ce replay. Et n'hésitez pas, voilà, à aller à creuser, à faire tous les petits checks que Virginie vous a transmis. Et puis, voilà, on vous souhaite plutôt des cercles vertueux. Ouais, exactement. Dans ces difficultés. Enfin, moi, je vais pas parler pour toi, mais vraiment, j'espère que ça vous aura soutenu. Et vu ce que vous me dites en commentaire, je pense que, a priori, oui. Donc, je suis ravie. Virginie, merci infiniment. Avec grand plaisir. Et n'hésitez pas dans les commentaires. Aujourd'hui, je vais être un peu connectée, demain un peu moins parce que je prends ma casquette d'infirmière. Donc demain, aujourd'hui, je vais être connectée sur les commentaires. Merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir embarqué dans cette aventure. Merci pour le côté très pratico-pratique qui est très, très important. Je suis d'accord avec toi.
Merci beaucoup. À très vite. Au revoir.